Bienvenue sur Gone Digital, le podcast dédié à celles et ceux qui font le web à Lyon. Rusé comme un renard, planteur d'idées sachant se planter, multi-entrepreneur à succès, j'ai nommé Sylvain Tillon bien sûr, cofondateur de Tilki, la start-up qui valait des millions. Sylvain a bien voulu me parler de son parcours, de ses réussites, ses valeurs, ses erreurs et comment ne pas reproduire ces dernières. Nous avons également discuté de Tilki, de la culture d'entreprise et de transparence. Bonne écoute. Bonjour Sylvain, merci de venir dans ce podcast. Comment tu vas aujourd'hui ? Bonjour à toi Alice. Comment je vais aujourd'hui ? Il fait plutôt beau, c'est cool, tout va bien. C'est vrai que c'est cool. Est-ce que tu viens de Lyon à la base ? C'est ma première question. Du tout, je suis banlieusard parisien, je déteste Paris. Parce que j'habitais loin, c'était cher, enfin ça me paraissait la grande ville, pas très agréable. Et là où je vivais, dans ma banlieue, c'était pas cool. Okay. Je suis tombé amoureux de Lyon il y a 16 ans quand je suis arrivé pour mes études ici. Il y a 16 ans, d'accord. Quelle relation est-ce que tu as avec le web ? Toujours très attiré parce qu'on pouvait tout créer, c'était très flexible et qu'il y avait encore des places à prendre. J'ai fait un e-commerce en 2006 pour mes premiers bijoux pour cheveux. D'accord. On s'est complètement foiré, il faut imaginer qu'à l'époque YouTube n'existait pas, donc pour faire des tutos en ligne, c'était vachement compliqué. Okay. Et que ça a évolué énormément, mais que c'est un truc qui m'éclate. Donc je suis plutôt bidouilleur que tech. Ouais. Je suis pas dev du tout, mais donc j'aime bien. T'es débrouillard quoi, t'aimes bien mettre les mains dans le cambouis. Ça m'amuse. Ok. Si tu devais changer quelque chose dans le web, ce serait quoi ? Rien. Rien, je trouve ça parfait comme c'est. Non, c'est absolument imparfait, mais j'ai pas envie qu'il y ait plus de contrôle. Donc j'aimerais surtout pas que... Enfin, j'ai failli te dire qu'on puisse un peu lutter contre les fake news, qu'on puisse plus facilement mettre en face de faux articles les vrais, sur un Facebook, sur un Twitter, ce genre de trucs, mais en fait pas trop, parce qu'en même temps, je veux qu'il y ait des contre-pouvoirs aussi, je veux que chacun se fasse sa propre idée, je voudrais qu'il y ait plus d'éducation au web, en fait. D'accord, ouais, qu'il y ait plus de qu'on comprenne mieux comment ça marche, qu'on prévienne les gens de ce qu'ils laissent comme traces, qu'après on peut choisir de laisser toutes les traces qu'on veut, des gens qui préfèrent. Moi je fais très gaffe à ça, parce que je suis sensibilisé à ça, mais je suis pas sûr que tout le monde le soit vraiment. C'est vrai. Et j'aimerais que les gens comprennent mieux, pour qu'ils s'en servent mieux aussi. Ok, super. Parlons de tes études. Tu as fait un master en sciences du management et entrepreneuriat à l'EM Lyon. Ouais, c'est un bien grand mot, je fais programme en école de l'EM. Qu'est-ce que t'as appris là-bas ? Post-prépa. Qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris énormément en prépa, parce qu'on apprend à bosser, on apprend à travailler longtemps et efficacement, à s'organiser. À l'EM, j'ai appris à pitcher, j'ai appris à travailler en équipe. J'ai appris à travailler sur des sujets un peu plus d'entreprise, un peu plus économiques. Après, j'ai eu la chance d'avoir un parcours aménagé pour pouvoir gérer ma première boîte, Lucifer. Okay. Et les cours en parallèle. D'accord. Ma directrice d'école a dit que j'avais fait l'EM Lucifer parce que honnêtement je suis allé peu en cours et j'étais très très chiant, j'avais vraiment choisi mes cours pour que ça m'apporte quelque chose et du coup j'avais des questions donc j'emmerdais les profs. Et ceux qui m'ont le plus appris ce sont mes collaborateurs, qui étaient plus âgés que moi et qui m'ont fait découvrir le monde. Ouais, qui avaient plus d'expérience et qui sont... D'accord. À 21 ans, alors que tu es encore étudiant, du coup, tu lances Lucifer, ta première boîte, qui propose des accessoires de coiffure ornés de cristaux Swarovski. Exactement. Et tu la développes à l'international, mais après 6 ans, tu déposes le bilan. Première question, c'est quoi ce nom ? Bah t'as dit, hein, j'avais 21 ans. La créativité, c'est pas mon fort, je vois toujours pas les couleurs. Et alors à la base, le premier nom c'est Lucirius. Parce que Lucie, la lumière, et Sirius, c'était une étoile. Donc c'était mettre quelque chose en haut qui soit brillant, lumineux. Ok. Ouais, c'était pourri, mais c'était rigolo, c'était notre nom de code. Et on avait une sous-gamme qui était pour boîte de nuit gothique, parce qu'à la mode, à l'époque, c'était la mode des gothiques, qui était Lucifer. D'accord. Jeu de mots de merde. Sauf que tous nos fournisseurs, voire même nos clients, ne nous connaissaient que sous le nom de Lucifer. On était 2 garçons à la tête de cette boîte-là, donc on était les diablotins. Et en fait, les gens ne se souvenaient que de ce nom-là. Donc c'est le nom de la boîte. Les bijoux s'appelaient Lucie quelque chose, mais pas Lucifer. Ok. C'est Lucie Star pour les petites filles. Ouais, toutes les déclinaisons. Il y avait des déclinaisons et en fait le nom de la boîte en regardait Lucifer parce que les gens s'en souvenaient. Ok. Mais c'était bien pourri, je suis d'accord. Qu'est-ce que t'as enseigné cette première expérience de création d'entreprise ? Que j'adorais ça, que j'étais nul sur plein de choses, que j'ai erreur principale, enfin une des erreurs, j'ai mis 3 ans à aller voir Brigitte qui était coiffeuse quasiment devant mes bureaux. J'avais peur qu'elle me dise non. Et j'ai mis 3 ans moi à aller voir des clients. Ok, donc ça c'est une erreur que on ne doit pas faire. Après, moi, en tout cas, pour moi, après j'ai appris à vendre et j'ai appris à aimer ça en étant schizophrène, en enlevant le côté c'est mon idée. Ouais. Je ne suis qu'un vendeur et si elle me dit non, c'est pas à moi qu'elle dit non, c'est au produit que je propose dans un contexte qui lui va pas. D'accord. Mais c'est super compliqué, hein, en tant qu'entrepreneur, d'accepter qu'on nous dise non, alors qu'on a mis ses tripes dans le produit ou le service qu'on va proposer, et qu'on est et l'entrepreneur, et le créateur, et le commercial. Ouais, t'es tout à la fois. Et j'ai appris presque après à y aller avec quelqu'un pour vendre quelqu'un. Donc c'était pas moi qu'on disait non, limite c'est mon collègue. Même si je suis capable de produire, je voulais pas que ce soit moi qui produisais ce que je vendais. Ouais. Et je suis une catastrophe, je me vends très peu cher, je vends très cher les autres. Parce que je trouve que ce sont les meilleurs, parce que
Je trouve que ça les valorise et que c'est normal, et quand c'est pour moi, je vais me vendre 4 fois moins cher que je vends un collègue. C'est bizarre, parce que question d'estime de soi, de travail sur soi, Ouais, etc. ou d'assumer, et te dire est-ce que ma journée de travail vaut 1200 € ou 2000 € la journée, parfois sur certaines prestats. Et autant sur des collègues, j'ai aucun problème, parce que je considère que ça vaut ça, voire même plus. Autant sur moi, je me dis, est-ce que je vais atteindre le niveau d'exigence qu'ils ont en face, ou que j'ai face à moi-même. Et est-ce que j'ai le droit de me vendre 1200, quoi, ou 2000? Je pense que c'est une question que se posent pas mal d'entrepreneurs, à mon avis. Ce côté-là de qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je suis prêt à... Sauf que normalement, il faut réussir à se dire qu'est-ce que le client est prêt à payer et quelle valeur ça lui apporte. Sauf que quand c'est soit qu'on vend, c'est compliqué. C'est compliqué. Enfin, en tout cas, moi, pour l'instant, la parade, c'est de vendre quelqu'un d'autre. Ou de me faire vendre par quelqu'un. À 26 ans, du coup, ton diplôme en poche, tu es en quête d'un vrai travail. Pourquoi là maintenant, tu n'es pas salarié? J'ai pas eu le courage de signer les contrats qu'on me proposait. Alors ça, c'était très cool. Suite à mon échec, on m'a proposé du travail. D'accord. J'avais besoin de me rassurer, parce que c'est chaud. Enfin, on revient pas particulièrement dessus, mais quand on se retrouve face à un juge, qu'on nous dit que tout est fini, qu'on a des dettes, j'avais des procès avec une banque. Enfin, un procès avec une banque. J'avais un vieux procès qui traînait avec un fournisseur... un concurrent, pardon. J'étais bien abîmé quand même. Pendant 5 ans, j'étais le jeune entrepreneur cool avec des bijoux marrants. Là, je suis devenu un mec qu'on n'appelle plus, quoi. Je sais plus pourquoi je me levais le matin, ma copine m'a largué aussi. Enfin, c'était un ensemble de choses qui étaient chiants. Et la reconstruction passait par reprendre confiance en moi, accepter que je pouvais être capable de faire des choses, d'apporter des choses à d'autres aussi. Et ça, il y a pas mal de potes qui m'ont aidé. Et le fait d'aller chercher du travail et qu'on m'en propose, ça m'a aidé aussi. Alors, juste un truc à dire, j'avais un diplôme de l'EM, ce qui aide pas mal aussi. Ce qui aide beaucoup, À 26 ans, j'étais encore jeune. Et j'avais quand même une belle expérience du coup de 5 ans, j'avais voyagé à travers le monde, et avec une boîte avec des investisseurs, j'ai fait vacation à l'étranger, enfin j'ai vécu une belle histoire. T'aurais eu aucun mal à trouver un job? J'ai eu aucun mal à trouver des jobs. Sauf que, après 5 ans où c'est ta boîte, où tu gères tes reporting et tes invests, où tu progresses au contact de tes collaborateurs, où à la fin c'est toi qui présentes le reporting, on te dit maintenant, parce que j'ai été chercher dans les grosses boîtes de conseil, tu vas mettre des chiffres dans des Excel. J'adore ça. Franchement, j'adore ça. C'est vrai? Ah ouais, j'adore ça. Ça me fait vraiment triper. D'accord. Mais à la fin, je vais pouvoir faire l'analyse. Je vais aussi pouvoir dire, tiens, je pense que si je ferais là, il faudrait l'améliorer, que celui est trop haut, que celui est trop bas. Parce que j'adore les chiffres. Sauf qu'on m'a dit, non, toi ta gueule, tu fais l'Excel et c'est ton boss qui fait les analyses. Tu peux lui dire ce que t'en penses, mais de toute façon, c'est pas toi qui présentera. J'ai dit, ouais, mais au bout de combien de temps je peux présenter? Parce que c'est ça qui me fait marrer. Et là, on m'a expliqué le process normal qui était, au bout de 2 ans, si t'es bon, on passe au-dessus, mais c'est que dans 4 ans, potentiellement, tu pourras commencer à parler à un client. Waouh. Je fais, non, faites-moi un parcours plus rapide, parce que moi je considère que j'ai déjà 4 ans d'expérience, donc je vous fais mes preuves, on fait un CDI de 6 mois, et si je colle, c'est pas le process chez nous. Voilà. Mais t'inquiète pas, on verra que t'es meilleur, que tu vas plus vite, on te proposera plus vite quelque chose. Ils ont mis, au lieu de 6 jours, 6 semaines à m'envoyer le contrat, un truc du style. Trop bien. J'ai fait, non. C'est bon. Mais après, je pense qu'ils avaient vu que j'étais un profil compliqué, ils ont cherché à me faire peur, ils ont réussi. Il y a eu une autre boîte aussi où je suis allé très loin dans le process. Ouais. Et ils ont été me chercher dans les tripes en me faisant chier, en me disant, Sylvain, tu sais que ça va être un boulot horrible ce qu'on va te proposer. On est sûr que t'es très bon, mais en fait, ils cherchaient à me faire peur. Et ils ont réussi. Et tu l'as pas accepté? Et en plus, Paris. Il fallait retourner à Paris, à la Défense, dans les grandes tours. Ouais. Et parallèlement, je donnais des cours sur mon échec, sur mon business plan qui avait échoué, du coup, pourquoi, qu'est-ce qu'il fallait lire entre les lignes, comment comprendre les chiffres. Plus j'avais participé à un projet de création, un projet de bande dessinée sur la création d'entreprise avec un copain. D'accord. Qu'on diffusait soit en version papier payante, soit en version gratuite sur internet, qui marchait bien, parce qu'on a distribué 500 000 exemplaires dans le monde francophone, qui commençait à me faire 3 sous pour survivre, parce que de toute façon j'avais rien. Ouais, c'est ça, t'avais pas de chômage, rien du tout. Plus mes cours, au final je m'assurais quasi un SMIC, en bossant sur ce que j'aimais, en m'éclatant le matin. Et je me suis dit, pourquoi pas créer une boîte autour de cette idée de transmettre différemment, former différemment les gens, et écrire différemment pour transmettre aussi. Mais sans business plan, 3 pages. Page 1, je veux me payer au moins 1500 € par mois, plus quelques frais, plus machin. Combien de chiffre d'affaires je dois faire? Sachant que je crée la boîte avec 3 000 € de capital, donc j'ai vraiment pas de trésorerie et pas de backup. Et je suis interdit bancaire ou presque. Enfin, je suis côté 0,40, donc je peux pas demander de prêt bancaire. Dès le premier mois, il faut que je rentre du chiffre pour me payer. Mais ce qui était une très bonne chose en fait. D'accord. Parce que du coup, ça m'a appris à chercher de l'argent, à courir après l'argent, à ne travailler que si j'étais payé, à être moins drôle. Clairement, je faisais plus d'intervention gratuite. Je disais aux gars, non, mais là, je peux pas. Là, faut que je rentre du cash. Faut que je sois payé à un moment. Ouais. Ok. Sido, c'est une agence de conseil en pédagogie qui aide les entreprises à améliorer leur formation professionnelle. Et tu es toujours investi dans Sido? Non, j'ai plus le droit. Mes investisseurs de Tilki ne veulent pas que je travaille pour Sido, ce qui se tient. Après, je suis toujours actionnaire, gros actionnaire de Sido. J'adore toujours cette boîte parce que c'est quand même moi qui l'ai créée il y a 10 ans. C'est ça. Et que c'est une belle boîte qui fait des choses magnifiques. Notamment les vidéos Dessine-moi l'écho qu'on a lancé le 24 février 2012 en une du monde.fr. J'étais dans le train un jour là. Rêve de ma vie, quoi. Enfin. C'est ça.
C'est un peu le journal T'es français. publié en une du plus beau journal français, quoi qu'on en pense, c'est quand même le plus généraliste, le plus neutre. Tout à fait. De tous. Et ça fait 6 ans, 7 ans bientôt que le partenariat continue, plus de 50 millions de vues dans le monde francophone de nos vidéos Destine-moi l'écho, qui sont dans tous les manuels scolaires aujourd'hui. Une très belle réussite. Et c'est trop cool, quoi. Enfin, du coup, il y a plein de belles choses dans cette boîte-là, donc j'adore cette boîte. Elle est à 500 mètres de Tilki, donc on se croise quand même de temps en temps. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, de créer Sido? J'ai appris confiance en moi, j'ai appris à être plus pragmatique, j'ai appris à aimer un peu plus l'argent, j'ai appris à me payer, parce que je me payais très très peu dans la première boîte, ou pas assez. J'ai appris à vendre cher. Te vendre cher aussi. Enfin, non, vendre cher. Ça, non, pas moi. Pas toi, toujours pas toi. Okay. Mais nos productions, mes collègues allaient vendre cher, et en plus le client est content à la fin. Voire plus tu vends cher, moins le client est chiant. Mais oui, c'est ça qui est bizarre. Oui, c'est vrai ça. Et ça te différencie des autres. À un moment, le fait de vendre cher, ça a rassuré les clients. Ils se disaient que ça devait être super pro derrière, ce qui était le cas. Et c'est ce que j'ai vu, je crois, pour Tilki. Je crois qu'au début, c'était 9 €, c'est ça. Et après, quand t'as augmenté les prix, t'avais plus de clients, plus de demandes, parce que les gens disaient que c'était vraiment sérieux. Et voilà, c'est comme quoi l'argent, c'est vraiment psychologique. Ouais, l'impact de l'image que ça renvoie. Même mes bijoux Lucifer avec les cristaux Swarovski n'étaient pas assez chers. Et selon toi, tout le monde peut apprendre si on propose les bonnes méthodes d'enseignement? J'étais fond de classe, j'adore apprendre, mais j'aime pas les méthodes qu'on me proposait, j'aime pas les méthodes très descendantes, j'aime confronter, j'aime m'engueuler, j'aime lire plein de sources. Je déteste qu'on me dise, voilà, c'est comme ça et t'as pas le choix. T'apprends comme ça par cœur et puis c'est tout. Du coup, j'avais pas beaucoup en cours, pourtant j'adore apprendre, donc du coup... Et je pense que de toute façon, le cerveau humain est fait pour apprendre, est fait pour évoluer, et que pour que les connexions se créent, mais pour ça, il faut trouver les ressorts de chacun, ils peuvent être différents, il y a des gens qui, par cœur, ça peut vraiment les aider. D'autres, ça va être de synthétiser sous forme de schéma, d'autres, ça va être de challenger sous forme d'échange. À chacun, à nous de trouver les méthodes qui marchent le mieux. Et en 2013, tu lances Tilki, qui, je rappelle, est une solution d'intelligence artificielle qui permet de booster les ventes en indiquant aux commerciaux comment relancer ses prospects pour qu'ils signent plus vite. Tilki analyse la lecture des plaquettes et des offres commerciales, identifie le meilleur moment pour contacter les prospects en fonction de ce qu'ils ont regardé ou non. Donc c'est ton 3e bébé. Oh, il y a même eu un 4e entre-temps que j'ai pas cité, qui était une boîte de prod vidéo, parce qu'on venait nous chercher pour la prod vidéo, mais ça nous plaisait pas, donc on a arrêté. Ok. On l'a lancé, on a arrêté. Ok. Parle-moi de Tilki. Tilki vient de Sido. La demande initiale, parce que c'est pas mon idée, la demande initiale était à un collègue, nos clients trouvent nos réalisations superbes mais nos offres commerciales moches. Cependant, dans mes offres commerciales, 2013, compliqué d'envoyer des fichiers lourds, plein de boîtes mail qui bloquent à 3 mégas, aujourd'hui c'est moins compliqué, et j'ai pas envie d'envoyer la vidéo du concurrent, je veux qu'ils puissent la voir. La demande initiale, c'est je veux qu'ils puissent voir mes docs sans les télécharger. Parce que c'est confidentiel, ou je veux pas qu'ils partent avec mon offre commerciale s'ils la signent pas. Je veux qu'ils puissent y accéder, mais c'est tout. Ça, c'est ma demande. Donc il me crée un mini site web, document consultable mais pas téléchargeable, avec un mot de passe, il y a que lui qui pourra aller sur la page. Et Google Analytics derrière, en fait. Par hasard, je suis en vacances, je regarde mes Google Analytics, parce que j'ai un peu de temps, je vois qu'il y a 2 visiteurs sur mon site, je regarde sur quelle page, il y en a un des 2 sur la page secrète, donc je sais que c'est mon client, a priori. Je l'appelle, putain, si tu tombes bien, parce que j'ai rien compris. Rien compris. Merde. Bon, et on reste 2 heures au téléphone, et puis en fait, c'est exactement ce que je veux. Alors, heureusement que tu m'as appelé parce que je t'avais éliminé. De base, c'était mort. En fait, j'ai travaillé avec toi. Heureusement que tu l'as appelé. Maintenant, c'est bon, c'est pour toi, c'est super clair, on démarre semaine prochaine. Là, je rappelle mon collègue, je lui dis, mais maintenant, tu vas mettre une alerte à chaque fois que le mec se connecte à mon offre, pour que je regarde ce qu'il regarde, et que s'il a bien regardé l'offre, je l'appelle. D'accord. Voilà d'où vient Tilki. Mais au départ, c'était un WeTransfer amélioré. Seulement. Ok, seulement oui. Parce qu'après, c'est bien plus que ça analyse. Oui, mais à la base, vraiment l'idée de départ, c'est juste ça, et ça a bien grandi. Ça a bien grandi depuis. On a levé des fonds, on a fait ça soir et week-end, soir surtout, en side project avec un associé tech. D'accord. Pendant combien de temps? Pour sortir un proto pendant 9 mois. Blend a été le démarrage de ça, parce qu'on a pitché l'idée à Blend et on était en finale et les fonds nous ont dit votre truc c'est ouf. Le contest startup? Ouais. C'était ça? Le premier en 2013. Et les fonds nous ont dit votre truc c'est génial, si vous faites vraiment ce que vous dites, on est prêt à y aller, mais par contre faut vous mettre à plein temps les gars. Mon associé et moi on a chacun une boîte, on leur a dit bah ouais mais on a des boîtes qui tournent bien, on se paye bien, Tilki nous éclate et nous excite, on n'ira que si on a les moindres de nos ambitions, parce qu'on sait que ça va demander du cash, il faut embaucher du monde et que ce sera long et compliqué, du coup, et on veut se payer dès le premier jour. Si on se met à plein temps, non négociable. Ouais. Même associé avec un gamin, pas le choix. Ouais, mais même de toute façon, on a 30 ans, normalement il faut aussi assumer qu'on est... C'est plus lui qui a été bon, c'est lui qui a géré la négociation d'ailleurs. D'accord. Là-dessus. Et on a levé des fonds en juillet 2014, donc lui a vendu sa boîte, moi j'ai quitté Sido opérationnellement, j'ai trouvé ma remplaçante, et on s'est mis à plein temps sur Tilki. Parle-moi un peu de la diffusion des 2 pitch decks de Tilki. Qui vous a permis de lever respectivement, c'était 500K et 3,5 millions d'euros. Pourquoi les diffuser et avec quel objectif? Pourquoi pas les diffuser, moi je vais te répondre, et plusieurs objectifs. Moi quand j'ai cherché des pitch decks inspirants, parce que quand tu lances ton pitch deck, tu sais pas ce qu'il faut mettre dedans. Il y a des grands principes, machin, mais c'est chiant, et surtout, visuellement, tu sais pas à quoi ça ressemble. Et que chaque activité nécessite des pitch decks assez différents, des chiffres différents, attendus par les invests. Et qu'il y en avait peu. Il y avait celui de Mathilde, de Front, la société Front, qui était top, on avait caché plein de chiffres,
mais il y avait quelque chose de visible et vraiment super beau, super quali et graphique, qui m'a donné un peu envie. Mais en France, c'était tout. Alors qu'aux US, il y a plein de pitch decks accessibles. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Mais pas en France. Ouais, mais c'est tellement pas les mêmes chiffres, c'est tellement pas les mêmes tailles de marché. Puis du coup, il y avait cette idée-là, de dire pourquoi pas lancer un mouvement là-dessus, de libérer les pitch decks, montrez-les, il n'y a rien à cacher dedans. Enfin, c'est ça. Franchement, en 15 slides, j'explique pas ma stratégie, je dis pas où, enfin, dans le détail, je dis pas exactement où je vais, et ce qu'il y a dedans, les gens le savent ou c'est écrit sur le site. Donc, savoir que je faisais 63 000 euros de chiffre d'affaires récurrent mensuel en décembre 2017, ça va, c'est pas un risque. Ça va pas te changer ta vie, quoi. Ouais, c'est pas un risque énorme. Non, enfin, de toute façon, on a toujours publié nos chiffres, nous, sur CT.com aussi, oui, c'est ça, au gré du tribunal, donc tu les trouves, hein, si tu les cherches, tu les trouves, les chiffres. Deuxième effet qui se coule, c'est qu'on allait te traquer pendant la lecture de ce pitch deck. C'est ça. Un, pour savoir quels étaient les slides que tu allais regarder. Deux, pour potentiellement t'envoyer tes stats en live. Donc si vous allez sur mon Medium, que vous allez lire mon pitch deck, quand vous fermez le document, vous recevez un mail qui vous indique ce que vous avez regardé. C'est vrai. Et du coup, ça vous montre Tilki sans le savoir. Okay. Alors vous n'êtes pas là pour vous faire traquer, on n'envoie aucun autre mail, hein, c'est juste pour le jeu, mais ça a fait découvrir ce système d'analyse de lecture des documents et d'alerte. En direct, quoi. Enfin, et on a eu petit échantillon. 6000 lecteurs différents qui sont venus sur le pitch deck. Okay. Donc du coup, il y a 6000 personnes qui ont découvert Tilki sans le savoir. Ouais, c'est ça fait de la pub, mais en même temps, voilà. C'est super. Donc voilà pourquoi on l'a fait. Et qu'on est dans cette idée de transparence, de... d'écrire tout ce qu'on vit, puisque j'ai vécu l'échec, j'ai beaucoup écrit aussi après pour m'en sortir en termes de thérapie. Tout à fait. Et qu'aujourd'hui, je teste des choses, il y a des trucs qu'on foire, d'autres qu'on réussit plutôt, qui sont pas toujours dans les moules traditionnels et qu'on veut les justifier par écrit. Que c'est pas que de la com market, c'est pas que du truc joli enrobé. On essaye de le vivre pour de vrai. Et en plus, après, moi j'aime bien l'écrit, parce que je trouve ça plus engageant. C'est plus engageant qu'une parole dire je fais la transparence des salaires. Oui. Non, c'est écrit, et si je le fais pas, je vais me faire insulter par les gars, quoi. Que les collaborateurs viennent aussi pour ça, parce qu'ils savent du coup qu'il n'y a pas de différence garçon-fille, ils savent que c'est juste, qu'il y a une certaine justice. Après, ils peuvent pas trouver ça juste, mais au moins ils savent, en arrivant chez nous. Voilà, on sait. Et tu signes en connaissance de cause. Et tu découvres pas, au bout de 6 mois, que ton collègue qui est arrivé après toi est payé plus, ou que ton chef est payé 10 fois plus que toi et que tu trouves ça inadmissible alors qu'il est jamais là et tout le temps en golf. Ouais. Mais tu le découvres pas, tu le sais avant. Donc tu sais que ton chef est payé plus que toi. Et si t'es pas d'accord avec ce montant, tu viens pas. Mais je veux que t'aies la liberté de dire je viens pas. Voilà, c'est ça. Tu fais un choix informé en fait. Voilà. C'est juste ça. T'as les clés. Et du coup, en l'écrivant, en le redisant, ça m'oblige à le faire aussi, quoi. Oui, voilà, c'est la transparence, c'est pas un coup de com' dans un journal un jour et qui fait que 2 mois après j'ai oublié. C'est un prix quand même. C'est ce que j'allais demander, en fait, il y a une véritable logique de transparence du pitch deck au contre-entretien. D'ailleurs, le contre-entretien, c'est quoi ? J'ai attiré des candidats où l'échange s'est super bien passé, on a bien discuté. À la fin, je raconte, il y a quelques règles chez nous quand même qui sont immuables, parce que tout le monde les acceptait et que je changerais pas ces règles pour les gens. Ça part d'un principe que je veux me simplifier la vie à mort en termes de management, je veux que tout le monde ait les mêmes règles et qu'il n'y ait pas des règles exceptionnelles pour chacun. C'est les mêmes horaires de travail, c'est les mêmes vacances, il n'y a pas parce que t'es dev t'as plus, non, c'est le même modèle pour tout le monde. Et du coup, je t'explique le modèle, parce qu'il y a des trucs, je sais que ça peut être un peu différent, bizarre. Et notamment là, c'était sur le candidat auquel je pense, c'est un commercial, et je lui explique qu'il y a une partie des commissions qui sont partagées au reste de l'équipe commerciale. Donc, quand toi tu vends, la commission qui a attribué cette vente-là, il y a 50% qui part pour toute l'équipe, dont toi, au prorata du nombre de salariés, pas au salaire, machin. Et 50% pour ceux qui ont fait la vente. Mais chez nous, c'est rarement une seule personne. C'est quelqu'un qui t'a trouvé le rendez-vous, quelqu'un qui a été formé le client, c'est l'ensemble de la vente, l'ensemble des gens qui sont intervenus dessus. Donc c'est généralement 2 ou 3 personnes qui touchent 50% de la commission, et les 12 commerciaux qui touchent 50% aussi. Ok. Du coup, la différence entre le meilleur vendeur et le moins bon vendeur est pas énormissime. Tout le monde touche un peu. En tout cas, ce candidat a dit stop, on va pas plus loin. Ah ouais, moi, je vais être le meilleur vendeur, je vais être le plus payé, et je vais pas partager. C'est comme ça que j'ai appris, c'est ça qui me motive. Si je sais que sur chaque vente, je dois partager 50%, ça va pas motiver, je vais pas être bon. Donc je préfère pas. Et ça vient de là en me disant, putain, c'est con, parce qu'on a fait 2 entretiens de tel, il a rencontré des collègues, et moi, c'est l'entretien final pour signer. Et au final, on se pète sur une connerie qui est une règle. Donc j'ai écrit 12 règles de merde qu'on a chez nous. Enfin de merde. En tout cas, il y a 12 règles qui peuvent te faire fuir, qu'il faudra pas négocier, parce qu'elles sont pas négociables. C'est open space pour tout le monde, il n'y a pas de bureau fermé. Donc après, il y a des salles pour s'isoler, mais personne n'aura un bureau avec son nom. Il y a des gens qui aiment ça, qui aiment pas être en open space. Ouais, c'est sûr. Il y a pour l'instant pas de chèque resto, pas de trucs comme ça, parce que je veux faire monter les salaires fixes avant d'arriver sur ce que je considère du bonus, donc pour l'instant personne n'en a. Pas trop de télétravail pour les commerciaux. T'as une livraison, t'as un médecin, on s'en fout, tu nous préviens. Mais comme si tu travailles à plusieurs sur toutes les ventes, comme j'expliquais tout à l'heure, ton collègue qui a fait la vente avec toi est pas là, c'est compliqué. D'accord. Chez les devs, il y a l'aura un peu plus, mais pas énormément non plus, parce que j'ai aussi un gros travail avec les commerciaux, ils se voient beaucoup au quotidien, donc je veux pas que chacun soit dans son coin, et je sais moins bien gérer ça. Je sais plus, il y a une douzaine de règles comme ça, à retrouver, que je publie régulièrement. Ouais, c'est ça, c'est à trouver un petit peu. Ok, donc il y a une douzaine de règles, et
Voilà, il faut accepter ces règles-là et ensuite on peut continuer à discuter. Et horaire de travail pas très flexible. Nos clients bossent de 9h à 18h30, donc faut qu'on sache pour nos clients. Et ton client, c'est ton client, je vais pas gérer. T'as signé les clients, tu vas jusqu'au bout de ton client. Donc soit t'es joignable pour lui, et du coup je suis moins chiant sur l'horaire, mais il faut que tu sois joignable pour lui. Tu peux pas faire un 7h-16h chez Tilki, en gros. Très récemment, Tilki a posé ses valises à Londres, si je me trompe pas. Et c'est quoi les projets après, à l'avenir? C'était le rêve de Tilki, c'est aussi une raison pour laquelle elle avait quitté Sido, c'est de faire l'international vraiment. Pas travailler avec des boîtes à l'étranger, dire on a une vraie boîte internationale. On s'est rendu compte au bout d'un an, en allant aux US, qu'on était une putain de boîte française pour des Français par des Français. Que ça répondait absolument pas aux problèmes des Américains en termes de prospection. Qu'il y avait d'autres enjeux, qu'il y avait besoin que ce soit beaucoup plus intégré dans leurs outils, qu'il y avait besoin d'une API, qu'on n'avait pas au tout début de la boîte. Enfin, des choses qu'on a découvertes là-bas. Et que pour devenir une boîte internationale, on a embauché un anglais, une anglaise et une allemande au début. Ok. Pour déjà qu'on parle pas que français au bureau. Oui. Pour que quand on imagine une nouvelle feature, on la réfléchisse plus globale que seulement micro-marché français. Et qu'on puisse aller dans ces pays-là, parce qu'un anglais préférera parler avec un anglais, ou un allemand préférera parler en allemand avec un allemand. Même s'il parle très bien anglais, il préférera parler en allemand. Bien sûr. Donc pour assumer nos ambitions internationales, on s'est dit on va internationaliser l'équipe à Lyon. Après, un jeu plus terre à terre, plus stratégique, simple, c'est que on a des investisseurs, il faudra vendre la boîte un jour. Ah si, ça c'est écrit par exemple dans le contrat d'entretien que d'ici 3-5 ans, ce sera plus ma boîte. Ça c'est acté. Limite, si tout va bien, ce sera plus ma boîte. Ouais, c'est ton objectif dans 3-5 ans, c'est de... c'est écrit dans mon pacte avec mes investisseurs, donc dans 5 ans maximum, je dois leur proposer une sortie. Donc soit je fais rentrer un nouveau fonds qui les rachète et qui remet un peu d'argent, soit je vends la boîte. Le projet de l'entreprise, et tout le monde est au courant, et c'est pour les qu'on a voté ensemble, c'est potentiellement, si on peut, dans un bon prix, dans un bon cadre, c'est plutôt vendre la boîte. Donc 3-5 ans, c'est normalement plus moi le chef. Ok. Ça c'est précisé. Mais pour que la boîte ait de la valeur, faut qu'elle soit internationale aussi. Et on peut pas être que très très bon en France. Il faut qu'on soit un peu présent, et surtout qu'on a des gros concurrents américains qui aujourd'hui sont pas trop en Europe pour des questions de RGPD notamment. Et c'est qui les concurrents Le plus gros aujourd'hui c'est Showpad, DocSend, ClearSlide, Attach.io, iSpot, PointDrive, enfin il y en a une trentaine. Très américains, qui ont du mal à arriver en Europe. Et nous on s'est dit, si on veut avoir un truc à jouer, il faut qu'on soit numéro 1 européen. C'est pas qu'en France, du coup, il faut qu'on ait vraiment des clients en Angleterre et vraiment des clients en Allemagne. D'où on a ouvert à Londres, parce qu'on a signé quelques clients anglais depuis la France avec notre anglaise, qu'elle est régulièrement là-bas. Sauf que là maintenant on arrive à un stade où si on veut vraiment grandir en Angleterre, il faut y être. Tous les soirs. Il faut faire les événements, il faut rencontrer les gars, faire les salons. Ou à distance c'est plus compliqué, tu fais pas un aller-retour pour 2 heures d'un événement. Donc là on a Kate, notre anglaise du coup, qui est partie revivre à Londres, qui était à la base londonienne, qui était anglaise et qui est partie mais à Londres. Il y a 2 ans, en France, et qui est partie à Londres du coup, créer la boîte à Londres. Donc l'avantage c'est qu'elle connaît très très bien la boîte, les produits, l'équipe. C'est parfait. Qu'elle sait nous parler, qu'elle sait nous engueuler s'il y a besoin. Ensuite Allemagne, parce que du coup on a Suzanne aussi qui travaille le marché allemand depuis 2 ans, sur un modèle qui n'est pas encore complètement défini. À un moment on a cherché à racheter une boîte là-bas pour aller plus vite, ou créer une boîte, ou là on est en train de discuter d'un partenariat avec une autre entreprise pour créer une entreprise ensemble, faire plutôt une JV. Pour l'instant c'est pas encore complètement défini, il y a déjà de gros objectifs France, et l'Angleterre qui est ouverte, et qu'on peut pas... Enfin, maintenant faut pas fermer, c'est ça. Faut y aller. Du coup l'Allemagne on décale un tout petit peu. Après, oui, c'est dans le moyen terme. Non, ça reste court terme, il y a des gros clients qui attendent, donc s'il y a un gros client qui active, ça nous accélère le truc. Pour l'instant, on attend que ce premier dise, bon, faut que vous soyez là, les gars. Petit à petit. Ok, très bien. Pourquoi le nom Tilki et pourquoi le renard comme mascotte? Tilki veut dire renard en turc. J'avais écrit 24 mots en français qui avaient du sens par rapport à l'activité que je voulais faire. Que celui qui utilise le logiciel de suivi des offres commerciales est un peu plus rusé que les autres, c'est un renard. Donc renard faisait partie de la liste des 24 mots, que j'aimais bien, je trouvais sympa. En plus, j'avais imaginé, on pouvait faire plein de choses avec ce mot-là, en termes de mascotte, en termes de logo, en termes de tout ça. Et j'ai traduit ces 24 mots dans un dictionnaire, dicovia.org, qui traduit en 52 langues, dont l'espéranto, le finnois, le swahili et le turc. Et Tilki, renard se traduit par Tilki en turc. Dispo.com.fr.net, en 6 lettres, je voulais que ce soit moins de 6 lettres, 2 syllabes, facile à dire, facile à retenir. Alors c'est Tilki en turc. D'accord. Mais bon, le I à la fin était chiant parce que ça se dit pas pareil en anglais. Et du coup on a mis le E pour qu'ils disent partout pareil. D'accord. Voilà d'où ça vient. D'où ça vient. Et du coup, il y avait une histoire à raconter rigolote, il y avait un logo à imaginer derrière un peu sympa, il y avait un costume de renard à porter au début pour se faire remarquer. D'accord, ok. Il y avait tout l'univers qui était cool derrière. C'est ça, c'est tout s'aligne. Et tu es également l'auteur de 2 ouvrages, Je veux mieux vendre et 100 conseils pour planter sa boîte, ce dernier préfacé par Xavier Niel. Pourquoi tu t'es lancé dans l'écriture et quel message tu voulais passer à travers ces livres-là? Je veux vendre mieux, c'était... parce que nous utilisons énormément le logiciel de prospection et qu'on avait un peu étudié tendance américaine il y a 3-4 ans, donc c'était un moyen de partager notre savoir-faire et de nous faire paraître
plus expert aux yeux des clients. Ça m'a aidé sur certains rendez-vous d'offrir le bouquin à la fin, le mec fait. Ah ouais. Ah ouais. T'es pas un petit gamin rigolo, t'es un mec qui a été publié par un auteur. vrai éditeur français, Erol, il y a aussi ça qui est important. C'est qu'il y a un vrai gros éditeur. Après, j'ai rien gagné, ça m'a coûté un temps fou. Beaucoup de travail, mais c'était passionnant à faire. Mais ça en imposait un peu. Ça me donnait une expertise que j'avais pas avec mes 30 ans et ma gueule de gamin. Le deuxième, c'était plus ma thérapie, ça faisait un moment que j'avais en tête. J'ai mis très longtemps à l'écrire parce que c'était pas toujours simple. Normal. Mais c'était un partage de mots. Enfin, on l'a pris complètement à l'opposé. On n'a pas de conseils pour réussir parce que déjà, il y en a pas. Enfin, il y a plein d'histoires de contexte, de timing, de rencontres qu'on peut pas reproduire. Sur Sido, je peux te raconter l'histoire de Desmo Echo, mais je pourrais pas la refaire aujourd'hui. Je peux t'expliquer pourquoi ça a marché, mais je pourrais pas la reproduire aujourd'hui. Parce qu'il y a un certain contexte, il y a... Mais il y a du bol, il y a 6 ans, on fait 2 vidéos d'exemple. On voit à une vingtaine de grands médias, dont Le Monde, mais c'était le rêve absolu, en mode on n'y arrivera jamais. Et il n'y en a qu'un qui nous a répondu, c'est Le Monde, parce qu'à l'époque, c'était très peu numérique. Ils commencent à comprendre qu'il fallait faire des formats différents sur le web. Jusque-là, c'est numériser le papier en mode web. Donc c'était des articles longs, chiants, pas illustrés. Et on était au tout début d'équipe vidéo du Monde, qui n'avait pas encore fait de vidéo, et que pour eux, c'était un moyen de tester l'impact de la vidéo sur le public. D'accord. Donc ils ont testé gratuitement grâce à nous, ça nous a apporté plein de choses par ailleurs. Mais aujourd'hui, tu vas les voir, ils disent, désolé, ils sont, je crois, 20 à plein temps en vidéo au monde. Enfin, tu vois, bien sûr. Tu peux plus rien leur proposer de nouveau, ou ils savent faire. Ouais. Nous, ils gardent le partenariat parce qu'on est là depuis 6 ans. Mais c'est pas reproductible. Ok. Donc la réussite, de timing aussi. Et de coup de bol, en gros, de machin que tu peux pas reproduire toujours. Après, si tu bosses beaucoup, normalement, le coup de bol, tu vas le reproduire. Mais des trucs comme ça, j'en ai essayé plein. Il y en a un qui a marché. D'accord. C'est Décide-moi l'écho. Ouais. J'en ai fait plein d'autres qu'on connaît pas et qui n'ont pas marché. C'est toujours l'iceberg, on voit toujours la réussite. Par contre, les erreurs que j'ai faites dans ma première boîte, ou que j'ai faites chez Sido, si tu les reproduis, t'es sûr d'arriver aux même conclusion. C'est normalement, tu te plantes. C'est ça. Et du coup, on l'a pris comme ça. Et sur des erreurs qui sont pas toujours évidentes. La première que j'ai écrite est tu viens de créer ta boîte, ne prends pas de vacances, c'est pas le moment. Ouais, ok. Parce que j'ai fait ça pendant 3 ans, je me suis cramé. Bah oui, c'est ça. Enfin, là, c'est burn-out direct. C'est un peu ça. En plus, en août à Lyon, t'as vraiment rien à faire, il fait chaud, t'es pas motivé, tu c'est fais comme chier, à Paris, quoi. Personne ne répond. Après, ça dépend dans quoi tu vas, tu as besoin de tourisme, je dis pas, mais moi, je n'étais pas du tout dans ces milieux-là. Les coiffeurs étaient fermés. Et je m'ennuyais terriblement, je bossais pas bien parce qu'il faisait trop chaud. Je démarrais septembre crevé alors que c'est là qu'il fallait tout donner. Non, faut souffler, quoi. Vraiment, faut prendre. Ouais, mais c'est dur à assumer. Quand tu crées ta boîte, en plus, il y a une telle pression sociale de tout le monde qui dit tu vas bosser comme un fou, et du coup, tu. Ok, je vais bosser comme un fou. C'est ça. Et bon. Et qu'on te dit, de toute façon, il n'y a pas de réussite sans travail. Oui, mais parfois, il faut trouver le juste équilibre où le travail efficace et le travail, c'est déjà 2 choses différentes. Ça, c'est vrai. Et aussi, je pars du principe que si je suis heureux de bosser, je bosserai bien mieux que si je suis trop fatigué et que je suis malheureux. Et les vacances, moi, font partie de mon plaisir à travailler. Donc je bosse beaucoup quand je bosse, mais je prends pas mal de vacances. Bah, on est bien content quand on revient de vacances, justement, et qu'on a plein de boulot, on est encore plus motivé. Toujours en revenir de vacances, en plus. Voilà. Okay. Mais j'ai besoin de vacances. Pour toi, quels sont les qualités, les défauts que doit posséder un bon entrepreneur, enfin un entrepreneur qui réussit? Le défaut, c'est se mentir, et la qualité, c'est bien se connaître. Parce qu'après, il y a vraiment autant d'entrepreneurs que d'entreprises, et autant de façons de faire que d'entrepreneurs toujours. Il faut une certaine capacité de résilience et être capable de rebondir, prendre des coups et repartir, parce que c'est jamais tout droit, c'est jamais facile. Pas avoir peur de prendre des décisions qui sont parfois pas très drôles, mais il faut être là pour trancher, c'est notre rôle en tant que dirigeant aussi. Mais à part ça... Et se mentir, t'as dit? Ouais. Comme défaut? Pourquoi? Putain, dans ma première boîte, je pensais être capable de faire plein de choses, que je faisais très très mal, que je faisais des conneries du coup. Vaut mieux s'entourer, qu'à partir du moment où il y a des choses où je suis vraiment pas bon, il faut que je prenne des gens qui le font mieux que moi, qui ont plus d'expérience, qui vont être plus efficaces, et qui vont faire en plus que je serai plus heureux, parce que les choses que j'aime pas faire, enfin où je suis pas bon, c'est souvent je n'aime pas les faire non plus. Donc c'est apprendre à se connaître là-dessus, et sinon travailler les gros défauts, faut être un minimum gestionnaire. Je trouve qu'on manque un peu de notions économiques en France, d'où Décide-moi l'écho. Et d'où, moi j'aime bien les chiffres et j'ai appris à les connaître avant, je les comprenais pas. Ils me parlaient pas. Maintenant j'essaie de leur donner du sens et c'est un vrai suivi quasi quotidien dans mes boîtes des chiffres. Après, je les suis pas toujours comme tout le monde, je suis plus light sur certains trucs que sur d'autres. Les chiffres importants, je les ai en tête et ils sont accessibles tous les jours. Et j'ai rencontré des entrepreneurs qui ne connaissaient pas leur chiffre d'affaires 2018 en novembre 2018. C'est un peu dommage, oui. Ils disent, je saurai en avril l'année prochaine. C'est flippant quand même. J'en connais d'autres qui connaissaient pas leur niveau de charge mensuelle. Une boîte que j'ai voulu en racheter, qui était en difficulté en plus, je dis bon alors, en trésor, combien par mois tu dois sortir? Ta masse salariale, tes bureaux et tes frais fixes, c'est combien?
il me sort un chiffre, ça peut pas être ça. Je le nombre, ça sûr, peut c'est pas pas être ça. Ouais. Bah si, c'est ce que je sors au 31 du mois. Je fais oui, mais il y a les URSAF qui arrivent le 15 d'après, donc dans l'enveloppe globale, faut que tu les mettes dedans. Ah, l'URSSAF. Et ouais, ça me dépasse. D'accord, donc pour toi, on doit connaître les chiffres, c'est un peu la base. Ou au moins s'y intéresser, ou au moins se faire aider, Mm. mais pas naviguer à vue, c'est Oui, c'est ça. ultra Dans dangereux. le brouillard, c'est ultra risqué. Le problème d'un bilan, c'est que tu le reçois entre avril et mai, entre avril et juin de l'année qui est écoulée, Tout à fait. enfin de l'année d'après, celle qui a été écoulée. Ouais. Et du coup, 18 mois après ce qui s'est passé, t'as les infos sur ce qui s'est passé. Donc, si ça Surprise. s'est mal passé en Ouais. 2018 et que tu le découvres en juin 2019, bah, pour rebondir, enfin, C'est galère. Ouais. Et ton équilibre vie pro, vie perso, tu le vis comment? j'ai appris à le vivre, à le travailler un peu, parce Ouais. qu'avant, j'ai tout le temps la boîte en tête, évidemment, mais la règle est que j'ouvre pas l'ordinateur du vendredi 19h au dimanche 16h. Ça doit être compliqué, ça. Je me mets à ta place un peu. Moi, j'aurais envie de regarder mes mails le dimanche, mais c'est Le dimanche une soir, bonne pour règle, préparer ma après. semaine. Ouais, c'est ça. Après, du coup, je me mets pas mal d'activités, je fais beaucoup de sport, donc ça monte. D'accord. Donc je fais aussi d'autres choses, ça et te qui fait motive. que j'ai plus le temps de regarder mon ordi, Ok, et que je me dis que j'ai intérêt à être bon pour pouvoir le lâcher en étant tranquille. c'est ça. Tu te mets un peu de pression, en fait, pour Et être bon le après, reste je de la tente semaine. même, là, depuis un mois maintenant, un mois et demi, j'ai tout viré de mon téléphone. J'ai plus que SMS et WhatsApp. Ah ouais. Ok, t'as plus d'appli. Non, j'ai plus LinkedIn, j'ai plus Facebook, j'ai plus Slack, j'ai plus les mails. Et pourquoi? Parce que ça te prend un temps fou et que... Parce que je passais mon temps dessus. Voilà. Parce qu'au final, traiter le truc en live ou 2 heures après, Ouais, ça va pas changer. que j'en ai moins du coup des mails et des Slack, parce que les gens savent que je serai plus direct, donc ils se débrouillent. Ok. Et que je relis. Et que je réécoute les gens. Parce qu'en rendez-vous, j'avais tendance, parfois quand l'échange était un peu long, ou qu'on partait sur les trucs qui m'intéressaient moins, à être sur mon téléphone. Et c'est très désagréable, très impoli, mais j'arrivais absolument pas à m'empêcher. Vraiment, je suis une catastrophe là-dessus. T'as fait une espèce de mini détox, en fait, sur... Ouais. C'est pas mal, hein. Ok. Et pour reprofiter, alors je me fais chier parfois. C'est ça, j'ai envie Non, mais- d'aller sur LinkedIn. Putain, je vais faire le marché le samedi matin, tout seul dans la rue, je m'emmerde. C'est ça, mais c'est clair. J'ai 20 minutes pour y aller. Mais du coup, je re-regarde ce qu'il y a autour de moi, je ressens des choses, je vois différemment les choses. Et puis tu Et c'est prends un marrant. bouquin ou tu... Voilà. Alors pas en marchant, mais dans Ouais. le métro, ouais, beaucoup Dans le plus. métro, ouais. Par contre, si j'ai pas de bouquin, je me fais vraiment chier. Ouais, c'est ça. Ok, Donc d'accord. maintenant, je lis plus de bouquins. Cool. C'est cool. Bah c'est bien, Bon, en tout cas, j'essaye, après ça fait qu'un mois et demi, on verra combien de temps ça dure. Mais d'accord. pour l'instant, ça tient et j'ai pas trop envie d'y retourner. Ben, j'espère que ça va tenir pour toi, c'est cool. On arrive à la fin du podcast, est-ce que tu peux nous donner tes outils fétiches ou des logiciels que tu conseilles? Tilki Tilki et puis Tilki. Nous, LinkedIn nous a vraiment énormément aidé dans la prospection. C'est un Ouais. outil magique où il y a plein de choses dessus. Tout le monde ne sait pas encore bien l'utiliser. Pas besoin de passer en payant pour faire plein de choses dessus. Alors, il y avait un outil illégal et rigolo, mais qui est en train de disparaître. Là, je crois qu'ils se sont Oui. fait choper Lusha, qui permettait de récupérer le numéro de téléphone de tout le monde. Très rigolo pour envoyer un SMS à 18h30 en mode j'arrive pas à te joindre par mail, est-ce que tu as 5 minutes pour m'accorder? J'ai pas mal de réponses sur ce Ah ouais, SMS-là. les gens ils t'envoyaient pas... En tant que dirigeant, dirigeant, je t'ai envoyé un truc, j'arrive pas à te joindre en vous voyant. Bien sûr. Suffisamment surpris, et on est très peu à le faire pour que ça marche. D'accord. Et après, prospect.io, qu'on a mis en place depuis 4 ans, qui permet de détecter un email pro sur une page LinkedIn. Donc on n'envoie jamais sur l'email perso, que sur l'email pro. Un petit mail un peu sympa, ultra personnalisé, mais qu'on personnalise vraiment en 3 mots, 3 clics, vraiment simple, et qui permet d'accéder à quasi tout le monde grâce à LinkedIn. Génial, ok. Et quelles sont tes adresses coup de cœur à Lyon? La mutinerie. La mutinerie. Ah, je suis fan de ce resto. Oh, ouais, d'accord. Complètement fan. Après, je suis grand fan de resto. Donc il y a Hector, juste à côté du bureau, où Ok. c'est frais, c'est ultra bon, c'est ultra bien servi, c'est top. Le Danton, que je trouve incroyable. Ouais. Après, en étoilé, moi, c'était Takao, mais ça fait longtemps que j'ai pas refait. Moi, j'adore Galvan aussi, j'adore le 9e art, qui est mon top du top à Lyon. Mais aussi dans les adresses à découvrir, elles sont un peu connues. Hein. Il y a Imuto, le Flair, Aimoto, j'adore. le Canu et les Gaunes, qui est génial à la Croix-Rousse, qu'il faut Ok. faire absolument. L'élo, si on aime la truffe, parce que c'est un Italien qui fait des super repas. Enfin, Ouais, dans le 3e, super sympa. Les voilà, j'ai quelques pépites comme ça, dans lesquelles je vais régulièrement, parce que c'est ça que j'aime découvrir. Et pour finir, j'aimerais que tu nous parles de quelque chose qui t'a inspiré récemment. Tout le monde ment. C'est un ancien chercheur Google qui a été journaliste au New York Times, qui a analysé les recherches Google des gens et qui essaie de faire des corrélations par rapport à l'actu, par rapport aux choses qui se passaient, et qui part du principe qu'on ment à un sondeur parce qu'on veut pas toujours dire qu'on vote Le Pen ou Trump, parce qu'il était plutôt sur les US. Même si on va le faire, il y a un côté image qui est Bien sûr. pas encore complètement classe de le faire, ou pas complètement accepté. Et on ment à ses proches aussi, parce que pareil, c'est pas toujours classe de penser certaines choses. Et qu'à Google, on ment pas parce qu'on a l'impression d'être tout seul. Sauf qu'en fait, tout ce qu'on dit à Google, c'est gardé quelque part. Seul, en fait. Ouais. Mais du coup, c'est passionnant ce qu'il arrive à détecter, imaginer.
ou ce qu'il arrive à faire ressortir, il fait parler les chiffres, et comme je disais tout à l'heure, moi j'adore les chiffres qui ont du sens. Et puis vraiment, faire parler des chiffres, surtout. Et là, il fait parler des chiffres et des datas, aussi bien sur la sexualité, parce qu'il y a beaucoup de choses sur la sexualité. Tiens, anecdote, moi, qui m'a fait triper. Aux US, pour connaître le taux de chômage du mois, et les sondeurs qui appellent les gens pour savoir s'ils sont en poste ou au chômage, et le temps qui regroupe toutes les datas de tous les États, les résultats sortent 3 semaines après le mois. Oui. Donc pour le mois de novembre, tu auras le résultat le 21 décembre. Sauf que la bourse, elle est ultra en tension ce jour-là, parce que c'est le jour où ça tombe que ça va faire fluctuer fortement les actions, les cours des actions. Et donc lui il dit, mais comment on peut faire pour avoir ces résultats plus tôt? Il a trouvé une corrélation qui marche, je crois, sur 3 ans, à plus ou moins 2%, et pas 2 points. C'est-à-dire, vraiment, on est autour du chiffre. C'est quoi? À l'évolution des recherches Pornhub entre 9h et 18h. Si t'es au chômage, tu te fais chier, tu te branles. Ah ouais, c'est dingue. En fait, c'est logique. C'est ouf. Et c'est à 2%. Ouais, et je trouve ça génial. Et comme tu dis, ça paraît finalement assez cohérent. Et bien du coup, il arrive à avoir les chiffres du chômage mais avant. Personne n'y pense, quoi, finalement. Mais aussi, personne ne cherchait ces datas-là. Et du coup, c'est assez marrant là-dessus. Mais après, les trucs qui font bien plus peur, comme si t'es parent d'un petit garçon, la question majeure qui va t'animer, c'est est-ce qu'il est intelligent, est-ce que c'est un génie? Ouais. Une petite fille, ça va être... Est-ce qu'elle est jolie? Est-ce qu'elle est jolie et comment la faire mincir? Ah, ça pique, ouais. C'est flippant. Ça pique, ça, ouais. C'est vrai. C'est super flippant. Et c'est statistique. Et donc ça, c'est un livre, tout le monde ment? C'est un livre, tout le monde ment, c'est 200 pages, passionnant, franchement, ça a l'air... très rigolo. Ouais. Mais que parfois qui fait peur, d'autres fois, ou aussi sur Trump, il identifiait que déjà comment, en fonction pour le débat Trump-Clinton, si tu mets débat Trump-Clinton, tu vas voter pour Trump, statistiquement. Si tu mets Clinton-Trump, tu vas voter pour Clinton. Donc les États qui ont mis plutôt Trump-Clinton, ils ont voté pour Trump. Pour Trump, et Clinton-Trump. Plutôt pour Clinton. C'est bête en fait, mais oui, parce que c'est la première personne qui te vient à l'esprit, du coup c'est... A priori, en tout cas, je sais pas, mais il y a une corrélation des votes. Ouais. Il arrive vraiment à corréler le vote à ça. Et il corrèle aussi les résultats de Trump aux recherches racistes. Il a démontré que même pendant Obama, en fait, il y a eu une recrudescence du racisme cachée. Alors, je sais pas comment il a réussi à avoir accédé à ces stats de Stormfront, qui est un site d'extrême droite aux US. Wow. Il y a eu beaucoup plus d'inscriptions pendant les années Obama que pendant d'autres années, même que pendant les années Trump. C'est dingue, ouais. Et d'ailleurs, il démontre aussi qu'il n'y a pas plus d'inscriptions après un attentat, qu'il n'y a pas de plus de peur à ce moment-là des gens. En fait, c'est pas vrai. Enfin, il déconstruit plein d'archétypes. À partir de chiffres Google. Après, on y croit, on n'y croit pas, mais je trouve ça plutôt rigolo. Donc je vous le recommande parce que c'est marrant, ça permet de voir les choses différemment. Ça aussi vous posera des questions. Est-ce que vous mettez sur Google? Oui, c'est ça. Bon, je vais faire gaffe, moi, mais... Vous n'êtes pas tout seul. Mes recherches Google. Okay, après, c'est anonymisé, on ne sait pas qui recherche. Bien sûr. Parce que la population recherche. Mais c'est ce que l'on recherche. Un truc plus cool, il peut détecter des maladies. En fonction de ce que tu recherches, il peut détecter que tu as le cancer, alors je crois que c'est la rate. En fait, tu vas avoir un jaunissement de la peau et après un dessèchement. Et si tu fais ces recherches-là dans les 2 mois, jaunissement puis des dessèchements, il y a des chances que tu aies un cancer de la rate. Et si tu le détectes à ce moment-là, tu as des chances de le traiter. Sauf que généralement, quand tu vas le voir, c'est trop tard. Ça me fait penser au Cercle. Tu l'as lu, le livre Le Cercle? Je te le conseille. Ça sera pour prochain. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant et merci beaucoup d'être venu dans ce podcast, Sylvain. Et à bientôt. Avec grand plaisir. À très bientôt sur Lyon. Le podcast est à présent terminé. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous invite à retrouver Gone Digital sur SoundCloud, sur iTunes, sur Spotify, mais aussi sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube et sur Instagram. Voilà, le lion est présent un petit peu partout. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter mensuelle de Gone Digital avec tous les bons plans des invités, leurs bonnes adresses et les outils. Voilà, je vous dis à très vite. Merci.